Mesdames et messieurs, où que vous soyez, bienvenue à Rites et Traditions sur Africable, la chaîne du continent. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et Traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car pour l'occidental, ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour le noir d'Afrique, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Au-delà de cette histoire banale, il faut lire la valeur de la parole donnée. Il faut dire le responsable, comment le responsable doit être humble, comment le responsable doit faire preuve d'humilité et comment le responsable doit pouvoir se sacrifier pour le bien-être de ces populations. Comme je le dis très souvent, quand on est chef, il faut qu'il y ait quelqu'un en dessous. Voilà un peu les rampants. Et Monsieur Maïga, je suis aux questions des uns et des autres, s'il y en a bien entendu. J'ai fait comprendre que nous avons subi 2 colonisations. Et ces 2 colonisations nous ont emprisonnés dans nos têtes, dans nos propres esprits. Et tant qu'on ne pourra pas rompre les murs de ces 2 prisons, on ne s'en sortira jamais. C'est ça, le grand échec. Aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous ne le saluez pas, assalamu alaikum, vous n'êtes pas musulman. Aujourd'hui, parce que nous avons compris, vous vous arrêtez pour uriner aujourd'hui, on vous dit que vous n'êtes pas musulman. On ne sait pas pourquoi l'arabe s'assoit l'arabe s'accroupit pour pisser. On a l'impression que tout ce que lui, il fait, c'est ça la religion. C'est ça le mal chez nous. Et on a l'impression aussi que tout ce que l'homme blanc fait, c'est ce qui est bien. Ce que l'occidental fait, c'est ce qui est bien. Et nous n'avons pas pu encore nous départir de cela parce que nous sommes toujours colonisés. Nous sommes colonisés politiquement, nous sommes colonisés économiquement, nous sommes colonisés intellectuellement, nous sommes colonisés mentalement. C'est ça le mal. Et on ne pourra pas s'en sortir maintenant. Hein. Ça va être difficile, très difficile. Et quand je dis, j'écris le français parlant Bamanankan, vous avez vu que c'est les éditions Djamana qui ont édité le livre. Je n'ai pas cherché à être édité en Europe. Parce que le problème de l'Africain, c'est ça. Quand ça ne vient pas d'Europe, ce n'est pas bien. Quand ça ne vient pas de la France, ce n'est pas bien.
Quand c'est un blanc qui le dit, ah là, on est d'accord. Non, c'est le blanc qui l'a dit. C'est normal. Mais quand c'est un Africain qui le fait, il faut qu'il le justifie, il faut qu'il dise pourquoi. C'est ça le mal de l'Afrique, mais on n'y peut absolument rien parce que nous sommes moulés comme ceci, nous sommes moulés comme cela. Quand nous allons étudier en Europe, nous revenons. Quand nous revenons, nous venons produire ce que nous avons appris là-bas au lieu de venir l'adapter à ce que nous avons chez nous ici. Moi, je le dis souvent à des gens. Souvent, quand on se rencontre, je leur dis, vous savez que la contraception n'a pas commencé par la MPPF. Nos anciens pratiquaient la contraception. Et dites-moi, quand vous sentez qu'il y a une brûlure sur votre peau, vous sentez qu'il va y avoir un furoncle. Nous, nos anciens nous disaient, la première salive, tu la mets dessus. Ça passe. Le furoncle ne verra jamais, il ne va jamais poindre. Rien qu'avec la première salive. Donc ça veut dire que la première salive a quelque chose de très efficace. C'est un antibiotique très puissant. Mais nos médecins, nos docteurs qui arrivent avec des professorats de ceci ou de cela, est-ce qu'ils ont fait des recherches pour savoir les vertus qu'il y a dans la salive? Pourquoi les anciens traitaient cela avec ça? Même quand vous avez une plaie qui tarde à guérir, le matin à votre réveil, votre première salive, mettez-la là-dessus. La plaie va guérir. Pourquoi? Nos médecins doivent le savoir. Mais quand ils viennent, c'est pour venir répéter ce qu'ils ont appris là-bas. Cela n'a rien de constructif pour l'Afrique. On ne fait que développer leur culture à eux, pas la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle je vais répondre à la question de l'autre là directement. L'Asiatique, quand lui il va, Monsieur Mitsubishi, Monsieur Honda, Monsieur Kawasaki, quand il quitte le bureau climatisé du 25e, 26e étage, quand il entre chez lui dans sa Mercedes blindée, il arrive chez lui, il enlève la veste et la cravate, il met son kimono, il se met sur son tatami, il mange avec sa baguette. Tel n'est pas le cas chez nous. C'est pourquoi quand quelqu'un a un petit salaire, il peut avoir, il ne prend plus la bouillie, il ne mange plus le tout à la maison, le nyenyenkino, on n'en parle pas, il mange d'abord à la fourchette, il mange à table. C'est ça. Et c'est regrettable. Moi, je ne cherche pas l'académie, mais parce que nous avions notre académie chez nous ici. C'est chez le Bamana, le 7x7. 7x7, 49. De 0 à 7 ans, l'enfant, il est dans les girons de sa mère. Moi, je dis, il est dans les pieds de sa mère. Là-bas, c'est un fait. De 0 à 7 ans. De 7 à 14 ans, il devient Bilakoro. Il devient Bilakoro, il chasse le margouya. Il chasse le ntonfréké. Il fait sortir les petits ruminants. Et il entre dans la communauté secrète qu'on appelle le ntomo. Ça, c'est de 7 à 14 ans. Mais de 14 à 21 ans, il entre dans un autre groupe et il devient circoncis. Et quand il est circoncis, il entre avec des hommes dans la case des circoncis. Et c'est là que le Séma, qui se trouve être un maître incontesté de l'occultisme, leur enseigne l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, la géologie, les vertus des plantes, tout ce qu'il y a à savoir, la solidarité, la bravoure, l'honneur, on leur enseigne tout ceci et tout cela. Et après ces 7 ans, c'est à partir de 21 ans, il entre dans un autre groupe d'âge parce qu'il a accédé maintenant au Komon. Il a quitté le Ndomo, il a accédé maintenant au Komon. Et ainsi de suite, il évolue. Quand il a fini, quand le Séma leur a enseigné le Komon, il peut siéger maintenant au conseil de la communauté avec voix consultative seulement. Et de 21 à 28 ans, il peut prendre femme. Une fois qu'il a pris femme, il accède au Corée. Et une fois qu'il a accédé au Corée, ça c'est une sorte de spécialisation dans le domaine qui lui a été enseigné dans le biré, ça veut dire en fait dans la case des circoncis. Une fois qu'il a eu accès à ce Corée, il évolue et de 28 à 35 ans, il peut partir ailleurs pour parfaire sa connaissance. Il va ailleurs
pour pouvoir avoir d'autres connaissances, pour apprendre auprès d'autres maîtres des sciences occultes. Et une fois qu'il a fini ceci, après avoir approfondi ces connaissances-là, il est élevé à la dignité de Ségué. Ségué parce qu'il peut partir partout où il veut maintenant. Il a une somme de connaissances. C'est cette somme de connaissances qui lui permet d'accéder au titre de Nama. Et quand il accède au rang de Nama de 42 à 49 ans, il a accumulé une somme de connaissances. Il prépare sa thèse. Et quand il a fini sa thèse, il entre maintenant dans la catégorie des Dougas. Quand il devient Douga, à partir de là, il n'est plus Sifi, sans pour autant être Sidje, il n'est plus Sifi, mais il a un doctorat, sinon plus, il a un professorat, sinon plus. C'est ça, cette évolution, M. Diko. Et il faudrait qu'on en ait conscience, parce que tous ces mécanismes-là existaient chez nous, mais on les a laissés tomber, au profit de la culture de l'autre. Et c'est cette culture de l'autre que nous sommes en train de promouvoir au détriment de la nôtre. Et c'est ce qui est regrettable. Nous ne sommes pas nombreux ici, ceux qui peuvent te compter leur arbre généalogique jusqu'au 7e niveau. Le nom du père, du père, du père, du père, du père de ton père, du père de ce père, jusqu'au père de celui-là. On n'est pas nombreux qui pouvons le faire. Mais c'est cela aussi. Parce qu'on dit... connais-toi toi-même. Socrate l'avait au fronton. Mais chez nous, on dit Didon, Sodon, Yerenon de Nuronté. Mais nous, on ne se connaît pas. On connaît plutôt l'autre plus que nous-mêmes. Voilà un peu ce que je peux répondre à votre question. L'autre monsieur, il nous dit Kalambiri. Pourquoi la protection des animaux? Il ne faut pas vous cantonner tout juste au margouilla ou au crapaud. Ça, c'est des éléments par lesquels je suis passé pour expliquer que protection de la nature, ça ne veut pas dire qu'on ne tue pas les animaux. On peut chasser le margouilla. Mais quand tu prends le margouilla, tu en as tué 10. Est-ce que c'est la peine d'en tuer encore? Quand, dans le livre, c'est des enfants qui prenaient les crapauds. Nous, on le faisait. On prenait les crapauds, on leur mettait... On diluait le sel, on leur mettait sur le dos. Il faut l'essayer, vous allez voir ce que le crapaud va souffrir comme martyr. Nous, on l'a fait, moi je l'ai fait quand j'étais gosse. On diluait le sel dans de l'eau où on prenait la poudre de sel qu'on mettait dans le dos du crapaud. Ah non, c'est pitoyable. Bon, mais le souris dont je parle, lui, il était contre cela. Il ne voulait pas que l'on maltraite les animaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne chassait pas. Il chassait le margouilla, il chassait un tonfrégué, le criquet. Mais il ne voulait pas qu'on leur fasse du tort, on leur fasse du mal inutilement. C'était ça. Et c'est la raison pour laquelle, en contrepartie, ces animaux lui ont rendu l'appareil. C'est tout juste une manière de dire qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et c'est ce que disait Fili Dabo. Les gens n'ont jamais compris le problème culturel chez nous. Quand vous lisez Le Noir et la culture de Fili Dabo Sissoko, vous comprendrez aisément que ces éléments sont des intercesseurs entre le Créateur, en fait, et nous. Et malheureusement pour l'homme blanc, quand il est arrivé, il a cru que nous n'étions pas des croyants. On avait cette croyance-là, mais nos fétiches-là, c'était des espèces de prophètes à nous aussi. Parce que le Dieu, là, il est trop haut, on ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne l'a jamais vu. Donc il faudrait qu'on ait quelqu'un parmi nous qui puisse nous permettre d'avoir accès à lui, parce qu'on ne le voit pas. C'est ça le fétiche. Mais ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en un Dieu. Le Bambara te dira Wala Hageto, Wala Hageto, Wala Hageto. Quand il fait ses incantations, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus. Il y a quelqu'un au-dessus qu'il croit. Et on te dira que Anoko c'est un kafre, qu'il dit que ni Allah son ni Allah maçon. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose là-haut. Quelque chose est là, qu'il connaît et qu'il sait que ça va, c'est lui qui fait. Voilà un peu, Kalambiri, ce que je peux répondre. Magma homme à tout faire, comment je fais ça? Bon, c'est-à-dire, vous savez, tout est une question d'organisation. Monsieur Balou, tout est une question d'organisation. Il faut s'organiser. Vous et moi, souvent, on se rencontre. Vous me voyez tard dans la nuit, vous me voyez ceci, vous me voyez cela. Mais cela ne m'empêche pas d'écrire. À mes moments perdus, j'écris. J'écris partout, j'écris
Quand une idée me vient en tête seulement, je cherche un petit papier, j'écris, et puis je garde dans la voiture. Arrivé à la maison, je les rassemble. Il y a des moments où je reste à la maison, où je peux prendre une semaine, je viens m'asseoir quelque part et j'écris. Ou je viens à la retraite chez mon ami Barou Santara, j'écris une semaine, pendant une semaine, c'est paisible, c'est peinard, je suis là, j'écris. Et quand j'ai fini, je rentre à la maison. C'est comme ça que je fais. Bon, on m'a tout fait, monsieur, comment il s'appelle déjà, monsieur Diarra l'a dit, beaucoup me voient homme de théâtre, mais avant d'être homme de théâtre, j'ai été d'abord un grand athlète. Ça peut surprendre les gens. Aujourd'hui, l'embonpoint a fait que je ne peux pas sauter 50 cm, mais j'étais champion régional de saut en hauteur, de saut en longueur et de 100 mètres. Ça veut dire que j'étais à là. Mais malheureusement... Non, il est bien que lui, il l'ait dit, parce que je l'ai eu à l'école, il est bien qu'il l'ait dit. Quand je le dis aux gens, les gens disent tiens. Bon, on peut ajouter que je suis ceinture noire de karaté aussi, donc méfiez-vous. Vous savez qu'il y a tout ça. Bon, on me parle de solution. Solution. Est-ce que moi j'ai la solution? Je ne peux pas prétendre avoir la solution. Ce serait trop prétentieux de ma part. Je n'ai pas de solution. Mais nous, c'est-à-dire un auteur, il écrit, il donne des pistes aux uns et aux autres de lire, de comprendre ce qu'il veut et en conséquence de mettre les actes. Parce que quand nous, on a fait les pièces de théâtre dont vous parlez ici, ces pièces de théâtre ont suscité l'éveil des consciences. Un auteur aussi, il écrit pour éveiller les consciences, pour que les gens prennent conscience, que les gens comprennent, que les gens sachent. Quand Adama a fait son œuvre, il a dit le théâtre malien pris en otage. Il faut que les gens lisent pour comprendre que le théâtre est pris en otage par un certain nombre de gens qui font que ce théâtre-là ne peut plus progresser. Quand il a fait une œuvre sur les métiers du théâtre, c'est un peu ça. Il ne donne pas de solution, mais il pose les problèmes. Une fois qu'il a posé les problèmes, il appartient aux uns et aux autres, à partir de leur écriture, de prendre conscience, de dire que, mais tiens, nous avons ceci ou nous avons cela. La difficulté, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ceci ou à cela? Nous, on a fait Wari. Ousmane Sow a écrit Wari. On a fait Frégué Bougou. Le président de la République a rigolé. On parlait des députés. Mais il n'a jamais imaginé qu'il s'agissait de lui, président de la République. C'est en fait ça. On ne prend pas nommément quelqu'un, on ne dit pas il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Mais une fois que le problème est posé, il appartient aux uns et aux autres d'avoir une prise de conscience. Et une fois que ces conditions subjectives et objectives sont réunies, le déclin va se produire et il y aura toujours quelqu'un pour mener la chose et puis ça va se faire. Il n'y a pas de problème. Dans des années à venir, on va dire, mais tiens, il y a une tête brûlée qui avait dit ça, qui avait dit ça. Pourquoi ne pas enseigner ça à l'école? Pourquoi ne pas enseigner cette méthode d'éducation, de socialisation de l'enfant à l'école? Le conte était un mécanisme puissant. Le conte, on le racontait autour du feu. C'est pourquoi j'aime bien Koré Baro. J'ai commencé par dire que les jeunes n'ont pas de repères. On ne leur enseigne pas leur culture, on ne leur apprend pas leur culture, on ne leur dit pas ce qu'était leur arrière-grand-père, ce qu'étaient leurs parents. Comment on socialisait l'enfant, on ne leur dit pas. Ils peuvent savoir comment. La nature ayant horreur du vide, c'est la télévision qui est là aujourd'hui, ce n'était pas de notre temps, qui est là. Le papa n'a plus le temps de s'occuper pour raconter des histoires, ou le grand-père n'a pas le temps de raconter des histoires. Et même quand tu veux les raconter des histoires, ils n'ont pas ceci à faire. Ils veulent voir Marimar, ils veulent voir ceci, ils veulent voir cela. Mais il nous appartient à nous, décideurs, de faire comprendre que nous pouvons donner des produits à nos enfants qui puissent leur enseigner les vertus cardinales de notre société. Afin que, comme Hirohito l'a dit, après la capitulation du Japon, afin que lorsque nos enfants iront dans ces pays-là, qu'ils aillent apprendre tout sauf leur culture. C'est ça que nous devons enseigner à nos enfants. Aller en Europe, c'est très bien, mais allons apprendre le savoir pour revenir chez nous avec ce savoir-là, en leur laissant à eux là-bas leur culture pour venir améliorer notre culture à nous ici. C'est cela, les différentes pistes. Bon, il faut que l'on prenne conscience, M. Diarra. M. Diakité me dit, est-ce que je ne me suis pas inspiré de Bernard Dadier? De quelle œuvre de Bernard Dadier? Hein? Le Clembier. Oui, bon, j'ai lu Clembier. J'ai lu,
Moi, j'ai beaucoup lu. Et le problème de la jeunesse maintenant, c'est qu'elle ne lit pas. La jeunesse ne lit pas. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, je me suis surtout inspiré de beaucoup plus de Amadou Hampâté-Bâ et de Massa-Mbakan Diabaté. Bernard Dadié, je l'ai lu, j'ai lu Ousmane Socé, j'ai lu tout ceci, mais malheureusement, eux, ils ne m'ont pas inspiré. Ils ne m'ont pas du tout inspiré. Mais les rampants, c'est cette histoire-là de ramper, et c'est venu à partir de notre constat, cette pauvritude. Le fait qu'on soit riche de la richesse d'autrui et pauvre de notre propre culture. Parce que Cheikh Hamidou Kane l'a dit dans l'aventure ambiguë, quand il explique que la Grande Royale dit que on va les envoyer, il faut qu'ils aillent apprendre leur savoir, qu'il faut qu'ils aillent apprendre leur technique, leur connaissance, mais pas leur culture. Et c'était ce dilemme qui a eu le héros de l'aventure ambiguë. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut garder. C'est la question qui se pose, ce que tu apprends de l'autre, est-ce que ça vaut ce que tu perds de toi? C'est un peu ça la difficulté. Et ensuite, Soumoutera, vous savez que tous ceux qui ont levé la tête en Afrique, on les a éliminés. Tous ceux qui sont levés, on rampait hein, et on rampe toujours, mais tous ceux qui se sont levés, on leur a coupé la tête. Carrément, ils sont tous morts. Tous ceux qui ont compris que l'Afrique doit être mise ensemble, l'Afrique doit aller à l'unité, l'Afrique doit être à ceci ou à cela, ont tous été éliminés. Éliminés par leurs propres frères. Ce n'est pas l'occidental qui vient les tuer. C'est nous-mêmes qui les assassinons. L'exemple le plus frappant, c'est l'Osegoïfo Kwame Nkrumah, le chantre, le père du panafricanisme. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? On l'a éliminé parce qu'il voulait l'unité africaine. Et quand ils se sont retrouvés à Addis Abeba pour glisser directement dans ce machin-là, à partir de l'Afrique, quand ils se sont retrouvés à Addis Abeba pour former l'organisation de l'unité africaine, voilà que déjà ils se sont divisés en groupe de Casablanca et en groupe de Monrovia. C'est grave. Des gens qui sont venus pour faire une unité, ils sont allés, ils ont fait déjà deux groupes. Un groupe de Casablanca, un groupe de Monrovia. Bon, quelle unité? On va faire quelle unité à partir de là? Déjà, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, est née divisée. C'est ça. Et on ne le dit pas, mais c'est ça la réalité. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est partagée entre ces deux grands clans, le groupe Casablanca, le groupe Monrovia. On a tenté la fédération du Mali, avec le Mali, le Bénin, bon, je ne dis pas le Dahomey à l'époque, la Haute-Volta, le ceci ou cela. On a créé le Conseil de l'Entente pour mettre le pied dans ce plat-là, afin que cela ne voit jamais le jour. Plus près de nous, bon, pas plus près, mais Lumumba, on l'a éliminé. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il voulait cette unité-là. Et on a tué Kadhafi devant tout le monde ici. Personne n'a levé le doigt. Voilà quelqu'un qui luttait pour l'unité africaine. On a dit qu'il se proclamait roi de l'Afrique. Voilà ce que l'occidental nous a dit. On en a pris tellement conscience que finalement on a dit, oui, c'est vrai, on l'a tué à cause de ses idées, à cause de ce qu'il voulait. Parce que si l'Afrique, quand nous serons unis, ça va faire... Ah oui, quand nous serons unis, ça va faire mal. C'est Tikenja Fagoli qui l'a dit, quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni et comme les États-Unis. Mais on ne sera jamais unis. Thomas Sankara l'a essayé, on l'a éliminé. Mais il a mis les Burkinabés au travail. Aujourd'hui, tout le monde est fier de porter le Faso d'Anfani. Mais nous, ici, on est encore au stade où on traîne les pieds. Paul Kagame, il a osé au Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda a fait un grand pas en avant. Et l'équato-guinéen, il a développé carrément son pays. Avec les richesses de son pays, il les a développées. Mais nous, nos richesses à nous ne servent qu'à la famille qui est au pouvoir. C'est grave. Voilà un peu, monsieur le modérateur, ce que je peux donner comme réponse aux différentes questions qui ont été posées. Pour la prochaine édition, on va se retrouver ici. La prochaine édition du Festival sur le Niger, c'est bientôt. Et d'ici, Dieu nous prête longue vie, on va se retrouver. Donc, c'est pour que vous puissiez aller en ville.
pour que vous puissiez vous renseigner, que vous puissiez chercher. Parce que dans la société traditionnelle africaine, c'était ça aussi. On donnait aux jeunes la possibilité d'aller chercher auprès des vieilles personnes. Et vous vous rendrez compte que les jeunes n'ont pas de repères, vous l'avez dit. C'est ça, l'exercice. Donc, moi j'ai les noms, mais je ne vais pas vous les donner aujourd'hui. Il faut chercher. Si Dieu nous prête longue vie, on va se retrouver et puis on va corriger le devoir. Le nom des mois et des jours. Monsieur, je remonte directement à monsieur Traoré. Monsieur Traoré, les mois, ce n'est pas selon le consensus. J'ai dit en Bamanankan. Parce que la forêt, c'est autre chose. Quand le Mandé s'est étalé, le Mandé s'est élargi. À partir de ces migrations-là, la disparition des Mandékas, pour ceux qui peuvent lire en fait Django et Bokar Sissé, vous comprendrez qu'avec la dispersion des Mandinkas de Massama Diabaté, vous comprendrez aisément que les Mandinkas ont essaimé et ces langues bambaraphones-là, c'est de ça dont j'ai besoin, que ce soit en manding ou en bamanankan, le nom des jours et le nom des mois. Parce que le nom des jours, c'est à partir de la colonisation, en fait, disons, arabe, et le nom des mois, c'est à partir de la colonisation occidentale. Donc, monsieur, il ne s'agit pas du grand consensus, hein, mais je veux la savane, comment on appelait les jours, comment on appelait les mois. Et l'essentiel, ce n'est pas dans le titre, monsieur Abdul Karim Goïta, l'essentiel, ce n'est pas dans le titre. L'essentiel, c'est quand vous lisez les rampants. Selon vous, quand vous voyez les rampants, ceux qui rampent, celui qui rampe, il est toujours le ventre à terre, c'est le margouya, c'est le bassa, c'est celui qui n'a aucun pouvoir, qui ne peut rien dire, qui ne peut rien entreprendre, qui ne peut rien faire de lui-même, qui ne croit en rien en son intérieur. C'est ça les rampants. Parce que quand on a dit, le premier qui se lèvera de ce lieu sera le prochain. Pourtant, il y a des gens qui avaient effectué le pèlerinage à la Mecque. Il y a des gens qui étaient très érudits. Il y avait les imams. Lisez le bouquin, vous verrez que... Parce que c'est pourquoi on a dit, la mère de ce monsieur, c'est le plus grand commerçant de la localité du royaume. Il était riche, riche et immensément riche. Ça veut donc dire que c'est tout le royaume qui était à ses obsèques. Et dans tous ces royaumes-là, tu as un imam, deux imams, trois imams. Il y a des tas d'imams qui étaient là. C'était des connaisseurs. C'était des hommes, que ce soit des hommes de droit, que ce soit le droit traditionnel, le droit de... Ils étaient tous présents. Mais ils ont rampé parce qu'ils n'ont pas foi. Malgré le fait qu'ils soient des érudits, ils n'ont pas foi en Dieu qui se trouve être là. Parce que si tu te lèvais, tu vas mourir. Et tous autant que nous sommes, quand tu prends nos pays à nous actuellement, un chef, une fois qu'il sort, quand il veut prendre une disposition pour son pays, on le ramène à la réalité de son pays. On dit que c'est eux qui financent, donc il faut qu'ils soient selon leur ordre, qu'ils fassent comme eux, ils l'entendent comme ils le veulent. Parce qu'ils ont une emprise sur chacun de nous autant que nous sommes. C'est ça le mal de l'Afrique. Personne ne peut lever la tête, personne ne peut se lever, parce que personne n'a foi en lui-même. Quand tu as foi en toi-même, tu pouvais te lever. Quand tu as foi en Dieu, tu peux te lever. Tu as foi en quelque chose, tu te lèves. Thomas Sankara s'est levé. Mais où est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est son ami qui l'a éliminé. C'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle difficilement on va se relever. On est en train de ramper. Maintenant, il paraît qu'on va à reculons. On va reculer là, on recule. Et c'est très grave. Et Sékou Traoré, lui, il a parlé de la colonisation. Vous savez, regardez, la colonisation française, quand elle est venue, elle a détruit notre société, elle a détruit notre culture, elle a inversé tout, elle a tout chamboulé pour construire notre société à l'image de la société occidentale. Or, le toit d'une case ne peut pas aller sur une autre case pour laquelle elle n'est pas faite. C'est ça. La colonisation anglaise, regarde les pays qui ont subi la colonisation anglaise. Quand les Anglais sont venus, ils ont laissé les structures sociales à leur place. Les pays qui ont fait la domination allemande, ils sont restés exactement comme... Les Allemands les ont laissés comme tels. Ils ont respecté les structures sociales dans ces pays-là. Mais tel n'est pas le cas de la colonisation française. Quand le Français est venu, le Français a tout chamboulé, il a tout détruit.
Mais regarde où sont ces pays aujourd'hui qui ont été colonisés par l'Angleterre et ces pays qui ont été colonisés par la France. Quel est leur degré de développement par rapport à ceux qui ont été colonisés par la France? C'est ça. Et c'est regrettable, mais c'est la triste réalité. Alors, je vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Rites et Traditions aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à Africable Télévision, la première panafricaine. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Cependant, n'ayons pas honte de le reconnaître et surtout, n'ayons pas peur de le dire. Ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, prenez soin de vous, car chaque émission à Rites et Traditions est un questionnement. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Ainsi, fils et filles d'Afrique, nous devons sans cesse avoir en vue qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. C'est pourquoi il ne s'agira pas pour nous de faire recours à nos sources, oh que non, mais plutôt d'avoir recours à nos sources afin de promouvoir le développement réel du continent africain. Car personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Ciao, à la joie de vous retrouver, on ne peut plus nombreux la semaine prochaine.